Eh bien, bonjour, très chers auditeurs et auditrices. Vous écoutez bien la voix de Portici. Alors aujourd'hui, un petit format particulier que vous n'avez pas vu souvent dans la chaîne. Ça ne sera pas un zapping, puisque j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Anis Lagenef. Bonjour, Monsieur Lagenef. Bonjour, tu peux m'appeler Anis, il n'y a pas de problème. Bonjour, Anis. Est-ce que tu peux te présenter? Donc, tu es un ex-trader, c'est ça? Voilà, français, parisien. Je suis devenu trader en 2001 et je suis rentré à la Société Générale, Oui. qui est dans le département qui est un peu connu, parce que c'est celui qui a accueilli aussi Jérôme Kerviel. Et j'ai quitté la Société Générale en 2009 et maintenant je suis à Londres et depuis 4 ans, je suis plus dans les marchés financiers, je suis juste entrepreneur. Et plus, je maintiens un blog qui parle d'économie et de finances et qui essaye justement de vulgariser toutes ces questions. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas vu ta vidéo, je les invite à aller dans le compte YouTube de Vincent Lapierre. Il y a une très bonne interview de plus ou moins 50 minutes qui vous attend. J'ai vraiment appris pas mal. Alors, du coup, je t'ai invité pour qu'on puisse parler d'un phénomène qui s'est passé cette semaine autour, entre autres, de la société GameStop aux États-Unis. Alors, si ça m'a interpellé, comme bien d'autres qui ne sont pas initiés dans le domaine de la finance, c'est parce que j'ai vu que cet événement était un petit peu présenté comme, on va dire, le David contre Goliath. Donc, ça m'a effectivement intéressé. C'est un petit peu la ligne éditoriale de la chaîne, hein. Quand il s'agit d'un petit peu titiller les puissants, ben, je suis là. Donc, ben, là, je ne sais pas si tu vois, il y a un article ici Ouais, je le vois. de RTS que je vais lire subrepticement pour un petit peu introduire le sujet pour que les auditeurs sachent de quoi il en est, de quoi il s'agit exactement. C'est la saga du début d'année à Wall Street. En quelques séances, l'action des magasins américains de jeux vidéo GameStop a grimpé à un rythme ahurissant, une ascension nourrie par un groupe de boursicoteurs en croisade contre l'establishment. Non historique pour les amateurs de jeux vidéo, la chaîne GameStop est loin d'offrir un modèle radieux de croissance à une époque où les achats en ligne, les téléchargements ou le jeu à distance ont pris le pas sur les ventes physiques. En raison de ces difficultés financières, le titre du groupe est l'un des plus ciblés à Wall Street par la vente à découvert. Cette pratique commune pour les grands fonds d'investissement consiste à emprunter puis vendre des actions en anticipant une chute de leur cours afin de les racheter moins cher à une date ultérieure et d'engranger un profit conséquent. Mais un groupe de boursicoteurs avides de paris financiers risqués s'est mis en tête de donner tort à ces grands noms de la finance en achetant massivement le titre de GameStop pour en faire gonfler le prix. Avec ses quelques 3 millions d'abonnés, le forum Wall Street Bet du site Reddit, où des internautes se vantent de leurs exploits ou plus souvent de leurs déboires financiers, a été le principal outil de ce mouvement inédit. Résultat, vendredi dernier, l'action de GameStop a décollé de plus de 50%. Cet envolée n'est que le début d'une folle épopée. Face à cette brusque hausse, les fonds qui avaient parié à la baisse sur GameStop se sont vus contraints de racheter le titre pour limiter les pertes, provoquant un short squeeze ou liquidation forcée qui a encore fait davantage grimper l'action. GameStop a ainsi monté de 18% lundi, puis 93% mardi et a explosé de 135% mercredi. Les membres de Wall Street Bet exultaient face à ce tour de force, vu comme un doigt d'honneur aux grands fonds. Certains médias américains évoquaient même une rébellion contre le système. Voilà, Anis, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer tout ça, s'il te plaît, pour qu'on y voit un petit peu plus clair? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu dis David contre Goliath, c'est aussi l'arroseur arrosé. Ok. C'est que avant de rentrer dans le sujet, il faut savoir ce que c'est que la vente à découvert. Donc, en gros, tu as des gros fonds requins, ce qu'on appelle des fonds spéculatifs. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces fonds spéculatifs? Ils reçoivent de l'argent donc il y a de l'argent qui leur est confié par des gens très très riches, parce que le ticket d'entrée est assez cher, il se compte en millions de dollars. Donc, ils reçoivent cet argent et ils ont pour but de le faire fructifier. Ok. Ces fonds spéculatifs prennent beaucoup de risques. Et en finance, il y a une règle qui est très claire, c'est que plus tu prends du risque et plus tu gagnes de l'argent. Ok.
Et ce qui se passe aussi, c'est que les gens qui ont de l'argent vont de plus en plus vers ces fonds spéculatifs. Pourquoi? Parce que, avant, ils gardaient une partie de leur argent pour le prêter aux États. Par exemple, Mmh. pour le prêter à la France, pour que, elle construise des hôpitaux, des routes et cetera et ils gagnaient du 3-4-5. OK? Mmh. De nos jours, ils peuvent plus le faire parce qu'à cause, de l'action de la BCE, les taux sont négatifs et ce qui se passe, c'est que quand tu prêtes ton argent à l'État, tu reçois Mmh. moins que ce que tu as donné et ça, c'est une aberration. Donc tous ceux qui ont de l'argent fuient, la dette des États et vont se réfugier vers, ces fonds, vautours qui sont là pour faire de l'argent coûte que coûte, sans Mmh. morale, sans humanisme et une de leurs méthodes est, la vente à découvert. Alors c'est quoi la vente à découvert? La vente à découvert, c'est, tu te promènes dans la rue, il y a une voiture qui te plaît pas et tu demandes à son propriétaire: «Excuse-moi, elle vaut combien ta voiture?» Il te dit, je sais pas: «Elle vaut 100 000 €». Tu dis: «Mais ça va pas être trop cher. Tiens, je te la vends à 100 000 €». Mmh. C'est-à-dire que tu es capable de vendre quelque chose que tu n'as pas. C'est impossible dans la vraie vie. Tu vois ce que je t'ai dit avec l'exemple de la voiture, c'est absurde. Mais dans la finance, c'est possible. Tu Mmh. peux un fonds, un boursicoteur, ce que tu veux, peut aller, vendre une action qu'il ne possède pas avec le but de la racheter plus tard. C'est aberrant quand même. Mais c'est possible. C'est vraiment une des magies de la finance, c'est que dans la finance, il n'y a pas de notion de réel quasiment. Tout s'achète, tout se vend, on peut faire des paris sur tout. Et d'ailleurs, dans l'histoire de GameStop, il y a eu énormément de paris qui ont été faits via ce qu'on appelle des produits dérivés. Et donc ça, en gros, c'est des paris. Paris entre une banque, par exemple, et les petits de Reddit. Donc, voilà, c'est quoi la vente à découvert? C'est vendre quelque chose qu'on n'a pas. Et pourquoi alors on permet à ces fonds vautours, parce que c'est là en fait qu'il faut en revenir, c'est pour ça que c'est important. Pourquoi on permet à ces fonds vautours de vendre des choses qu'ils n'ont pas? Et là, on rentre quasiment dans le mythe quasi religieux de la finance. Ils sont là pour apporter ce qu'on appelle l'efficience des marchés, c'est-à-dire qu'ils sont là pour dire, ben, ces vautours sont là pour ramener à leur juste valeur le prix des actions. Mmh. C'est-à-dire que si une action, son prix monte trop haut et qu'elle devrait faire faillite, son vrai prix devrait être zéro. Donc on compte sur ces fonds vautours, tu vois? Mmh. Pour, venir et comme des hyènes, attaquer les actions pour les ramener à leur juste prix. Mmh. Dans la vraie vie, imagine, tu payes une brigade ou tu laisses une brigade, se promener dans les villes et s'ils voient quelqu'un qui boite ou qui a un rhume ou quoi que ce soit, eh ben, ils se permettent de l'éliminer. Mmh. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, je sais pas, n'importe qui a un minimum d'humanisme, s'il y a une boîte qui va mal, la dernière chose à faire, ce serait d'attaquer sa valeur boursière, parce que tu l'aides pas. C'est-à-dire que quand tu l'attaques, tu attaques sa valeur boursière, en fait, tu fais baisser son prix et au cas où elle a besoin de ce qu'on appelle en bourse lever de l'argent par une augmentation de capital, c'est-à-dire juste demander de l'aide à ses actionnaires et aux autres acteurs de la finance, eh ben, elle le fera plus difficilement. Et voilà ce que c'est que la vente à découvert. Voilà ce que sont ces vautours. Ils ont voulu attaquer une action comme GameStop Mmh. et ils ont touché au cœur en fait là. Parce que pourquoi GameStop? Ça y est, tout le monde de maintenant, tu vois, c'est ce qu'ils disent dans l'article, son business model, il est dépassé parce que, GameStop est dans le physique, tu vois? Dans le vrai les magasins avec le covid, bah, c'est souvent fermé et les petits jeunes, ils achètent quasiment tous leurs jeux, numériquement. Mais il y a des, Quadras ou des Quinca qui ont été touchés au cœur avec cette news-là et il faut pas croire aux contes de fées, complètement. C'est un mouvement qui a été fortement organisé et fort à parier, et ça commence à sortir et que ça commence à être prouvé que derrière, ces petits, qu'on a chauffés à bloc, il y avait, des financiers un peu plus véreux. Ça, c'est intéressant, ça. Bah, l'image que je donne et franchement, je pense que j'étais un des premiers à la donner, dès que l'affaire est sortie, Mmh. grâce à un tuto, qui m'a envoyé la photo, parce que je parlais de sardines et de requins, moi, et il m'a dit: «Tiens, j'ai une photo pour toi». Et en gros, c'est comme s'il y avait un requin qui attaquait des petites sardines et d'un seul Mmh. coup, toutes les sardines se liguaient et ressemblaient à un requin et attaquaient le requin lui-même. C'est une bonne image ça. Ouais. Le problème, c'est que dans les sardines, je pense qu'il y avait des requins qui sont déguisés en sardines. Effectivement, j'ai aussi entendu ça, oui. Par contre, ce que font remarquer en fait de plus en plus de gens ce matin, c'est de se dire
cette histoire de David contre Goliath, c'est peut-être un petit peu simple. Et peut-être qu'il y a de ça, effectivement, cette histoire de Reddit, elle est belle, mais peut-être qu'il y a aussi Goliath contre Goliath, et cette espèce de côté un peu sympathique de Reddit pour faire une belle histoire. Pourquoi ? Beaucoup mettent en avant notamment le Robinhood, et on sait que le système de Robinhood pour se financer, c'est ce qu'on appelle, David, on a déjà parlé, c'est le Payment for Order Flow, littéralement le paiement pour le flux d'ordre. Ça veut dire que des teneurs de marché, des market makers, payent Robinhood pour recevoir leurs ordres. Et vous savez qui est l'un des principaux market makers de Robinhood ? C'est une des branches du fonds Citadel dont je vous ai parlé avant, qui s'appelle Citadel Securities, qui achète à Robinhood ses ordres et qui peut ainsi... Quel intérêt là pour le coup pour le market ? Eh ben, ça lui permet... Alors, le front-running est interdit, c'est-à-dire cette capacité à faire des ordres avant vos clients, mais ça vous donne quand même un état des positions de la tendance. Ça vous permet aussi, l'accord entre Citadel et Robinhood est fait de telle sorte que vous avez quand même, vous bénéficiez d'une certaine latitude pour vous-même optimiser vos coûts de transaction et faire vos ordres. Certains accusent même carrément Citadel de front-running, ce qui est interdit, mais le teneur de marché a déjà été condamné dans le passé. Et en fait, notamment aux États-Unis, beaucoup sont en train de se dire « mais vous délirez, on a vu passer des volumes hier, des blocs de 5-10 000 actions, alors que l'action valait plus de $300, où est l'investisseur particulier là-dedans ?» Et de dire que finalement, oui, ok, il y a ça, mais qu'il y a aussi beaucoup, potentiellement, de trading à haute fréquence, de fonds qui aussi étaient dans le jeu. Et ça modifie un petit peu la vision un peu sympathique, un peu rigolote qu'on en avait au début. Voilà, donc voilà quelle est l'histoire. Mais maintenant, après, ce qui s'est passé, c'est complètement démentiel. C'est-à-dire que l'action valait au plus bas $3, elle a valu jusqu'à $450. C'est-à-dire que... Alors, il faut comprendre, parce que sur une action, qu'est-ce qui fait le prix d'une action ? C'est ce qu'elle est capable de générer en termes de dividendes dans le futur, de profit. L'action va faire des ventes, elle a des coûts, des charges salariales, elle va louer ses locaux, etc., payer son matériel, et le profit, d'une certaine façon, elle va le distribuer, soit en le réinvestissant dans la boîte elle-même pour croître, soit en payant des impôts, ou soit en le distribuant aux actionnaires. Sur la base de $3, ce qu'elle valait à l'époque, elle ne donnait pas de dividende, mais si elle devait donner un dividende qui est en ligne avec ce que donnent les autres entreprises, ça aurait été 15 centimes. Si tu comptes que c'est qu'elle vaut $450, en fait, il faut aller 3000 ans pour se rembourser. Waouh. Mais ils ne comprennent pas, les petits jeunes là. Tu vois, ils s'en foutent. Eux, ils veulent faire mal, c'est tout. Imagine, tu as un pote, il vient et te dit investis dans ma boîte, ok, et tu seras remboursé de ton investissement au bout de 3000 ans. Quel est le malade qui accepterait ça ? Personne. Et c'est ça, en fait, ce que viennent de faire ces petits jeunes de Reddit, là, ou moins jeunes, je pense que c'est plutôt des gens qui avaient de la puissance financière, mais bon, c'est des mouvements de foule, en fait, tu sais. C'est un peu aussi ce qui se passe avec la crypto, tu vois. Il y a des mouvements de foule qui deviennent assez violents et violents financièrement. Et en fait, ils ne font que de jouer avec les codes de la bourse et de la finance, tu vois. Et c'est ça qui est beau. Et ils leur ont fait mal avec leurs règles. Mais si tu veux, on en parle. La bourse ne l'a pas accepté, Wall Street ne l'a pas accepté, la SEC, qui est le gendarme de la bourse des US, ne l'a pas accepté, et tous les gros, Google inclus, ne l'ont pas accepté. Justement, ça, on va y revenir juste après. Je vais essayer de mettre une petite séquence vidéo. Tu me diras si tu arrives à l'entendre. Je vais en mettre deux. The reason the market is doing what it's doing is people are sitting at home getting the checks from the government, okay? And this fair share is a bullshit concept. It's just a way of attacking wealthy people. Tu m'entends rien là ? Si, j'entends. Ah, parfait, ok. Donc ici, c'est l'un des milliardaires, justement. J'adore, lui, j'adore. Je ne connaissais même pas. The reason the market is doing what it's doing is people are sitting at home getting the checks from the government, okay? And this fair share is a bullshit concept. It's just a way of attacking wealthy people. And, you know, I think it's inappropriate. We all got to work together and pull together. Il y a cette vidéo-là. OK. Et ensuite, cette fameuse dame. It really puts a lot of question about the integrity of the market, right? And it really kind of, everybody's scratching their heads over this.
what should happen? What is the right thing to do to control this or stop this? Not unlike what we saw on January 6th at the Capitol, right? If you don't have the police in there at the right time, things go a little crazy. And that's kind of feels like what's happening with this. Much different, much lesser degree. It's financial harm, not personal bodily harm. But certainly that's the same kind of, platform created frenzy that people are operating under. And these are very trying times. Donc voilà, en résumé, dans la première séquence, il y a un milliardaire qui dit clairement, donc Léon Cooperman, on est en train de voler les riches. C'est magnifique, c'est magnifique. Franchement, il y a de quoi dire. Et la deuxième dame qui dit, en gros, c'est la faute de Trump. Enfin, bref, quoi. Non, mais il y a de quoi dire sur les deux. Elles sont juste incroyables, ces deux vidéos que je ne connaissais pas. Alors, pour venir sur celui-là, là, oui. Ce qu'il dit, c'est, en gros, c'est dégueulasse. Trump a donné des chèques aux particuliers. Et ce que font ces petits particuliers avec ces chèques, ils investissent en bourse et ils viennent nous emmerder, quoi, nous les riches. Par contre, ce qu'il ne dit pas, c'est que la Fed crée des milliers de milliards numériquement, juste en appuyant sur un ordi, et l'injecte sur les marchés financiers. Et ça a permis aux milliardaires de multiplier quasiment par 5, voire plus, leur richesse depuis 10 ans. Wow. Donc, jamais les riches n'ont été aussi riches. Okay, et d'où vient cet argent? Il vient de nulle part. Il vient d'une création monétaire de la Fed. En fait, c'est des enfants gâtés. C'est des gens, en gros, ils ont tous les jouets du monde et quelqu'un a une petite voiture, ils jouent avec et ils disent « Ah, c'est injuste, c'est injuste ». Ils acceptent les règles quand elles vont dans leur sens et ils les refusent quand elles permettent justement d'équilibrer un petit peu la justice, tu vois. Alors que c'est rien, c'est une miette ce qu'a donné Trump. Tu vois, le premier chèque, c'est $1000. Là, il y en a eu un deuxième. Biden aussi, compte en donner. Comparé aux milliers de milliards qui ont été injectés par la Fed, le bilan de la Fed a explosé. Tu vois, si on compare aussi en Europe, c'est ce qui s'est passé aussi via les marchés financiers. Le bilan de la BCE est passé de 1000 milliards en 2010 à quasiment 8000 milliards aujourd'hui. Ça fait 7000 milliards. C'est de l'argent, de la fraîche qui est envoyé aux riches. Et c'est il y a une émission sur BFM TV avec Bernard Arnault, et c'est ce qu'il dit. Mais c'est quoi ça? C'est magnifique ce qu'a fait la BCE. Ils ont bien géré la crise. L'argent est gratuit et sa richesse a été multipliée par 5. Par rapport au plus bas de mars 2020 de LVMH, quand c'était en crise, l'action de la BCE a permis à LVMH de passer de 240 à 510. C'est-à-dire que plus que doubler sa valeur. Voilà, quand ça se passe pour eux et que les gens ne comprennent pas, ils ne sont pas pris justement de ce sentiment d'injustice comme ce petit monsieur-là. Tu comprends? Et ça, alors l'autre, c'est encore mieux. Hein. Pareil. Parce que quand elle dit, moi aussi je fais le rapport avec le Capitole, les gens ils se sont dit, mais attends, on va jouer avec vos jeux, on va jouer avec vos règles du jeu. Et voilà, tu vois, super, Bernard Arnault servi par la Banque centrale. C'est exactement ça. Et les Anglais parlent même de free lunch. Genre, il a eu un repas gratuit. Donc, tous ceux qui disent il est généreux, il a aidé pour. Mais paye tes impôts, mon ami. Et surtout, c'est grâce à la BCE, c'est grâce à elle qui a injecté tant d'argent, ce qui lui permet aussi à lui personnellement et à sa boîte de faire ce qu'on appelle du rachat d'actions. C'est quoi le rachat d'actions? C'est ils empruntent de l'argent gratuitement pour racheter leurs propres actions pour les détruire. C'est-à-dire que le capitalisme est devenu complètement carnivore et même pire, c'est du cannibalisme financier. Donc, oublions un peu ce monsieur. Et si je reviens à la dame, elle, ce qu'elle dit, il fallait qu'il y ait la police et ça, c'est parfait. Eh bien, justement, à ce sujet, j'ai une petite question. Lorsqu'elle parle de la police, fait-elle référence à Janet Yellen, cette femme qui a été anciennement à la tête de la Fed et qui aujourd'hui a été nommée par Joe Biden comme étant secrétaire à la trésorerie et qui aujourd'hui fait polémique puisqu'elle a reçu plus de $800 000 de la part des marchés financiers en échange de quelques discours, ce qui montre un petit peu la porosité entre monde politique et financier. Et je pense, non, elle pense encore plus à la SEC. En fait, la SEC, c'est comme l'AMF en France, c'est comme le FCA à Londres, c'est la police des marchés, en fait. C'est ceux qui sont là pour réguler les marchés, mais qui sont aidés aussi par le FBI.
Voilà. Donc, et donc ces gens-là, bon, ils peuvent pas, tu vois, pour trouver le petit dealer, etc. Ça va être facile. Pour trouver ces petits, les gens qui sont dans l'hedge fund, etc. C'est beaucoup plus compliqué parce que toutes les transactions, en fait, elles sont diluées dans des milliards de transactions. C'est vraiment difficile de d'en connaître le chemin, tu vois. Et donc là, ils vont mettre le paquet pour retrouver qui a initié parce que c'est une manipulation des marchés, hein, ce qui s'est passé avec Reddit et GameStop. C'est interdit de manipuler les stocks comme ça. Voilà, donc les gens ne le savaient pas. Alors, je pense que leur avocat va dire que c'était une méconnaissance totale et que c'était de l'insouciance. Et donc, ils vont s'en sortir, les petits, mais ceux qui sont un peu gros et qui ont donné vraiment des infos puissantes, qu'il fallait le faire par des options, que les gars sont short 140%, eux, c'est des gens qui connaissent les marchés. Et surtout, s'ils ont travaillé précédemment dans la finance, ils vont avoir des problèmes. Et justement, ils vont payer pour tout le monde, tout le groupe. Justement, là, on en vient à une autre vidéo que je voulais montrer. C'est un économiste de la chaîne Fox News Business. First of all of this nonsense, all of this noise, all of this whining by Wall Street, it's making me sick. 140% of GameStop was short. I didn't hear one person on TV complaining about Wall Street trying to crush GameStop. 140% short. I told my subscribers, buy this stock, and they made a fortune. I also told them to buy Virgin Space. Virgin, we took profits on that today. Fizz, that's up huge. Tangers is up huge. Neil, you can't allow Wall Street to short 75% of a stock, and nobody says anything. Crush these companies into the dirt, and then when the individual investor makes money, everyone's up in arms. Oh, they're going to lose their shirt. Don't you think people are trading? If it traded 80 billion shares today, people are ringing the register. I have a kid who bought a house. He made $50,000 and bought a house. So yes, some people are going to lose and some are going to win. But if they want to change the rules of the game now because the general public is making money after decades of the shorts crushing thousands of stocks into the dirt. I have watched stocks being crushed completely to zero, and no one ever whispered anything because those stocks didn't have Wall Street sponsorship. They were small names. Maybe they went public through a reverse takeover. Whatever it was, the shorts have had their way with the market for decades. No one's ever complained about it. So I am thrilled. If you were going to try to destroy a company by shorting 140% of its stock, you have to accept the fact that individual investors are playing the same game that you're playing, and now you're losing. Wow. Wow. Je suis d'accord à 98% de ce qu'il dit, mais ce mec, comme on dit, béni soit-il. Pourquoi? Parce qu'il ramène un peu de justice, un peu de vérité, tu vois. Il faut comprendre ce qu'il dit, et le grand public ne le comprend pas. C'est que, tu sais, l'action, il y a, par exemple, elle ne peut pas avoir plus de 100% d'actions. Il y a, par exemple, 100% d'actions qui ont été émises. Ces vautours ont vendu 140% d'actions. C'est comme s'il y avait des hyènes, des lions, ils attaquent un petit buffalo qui boite. Parce que c'est celui-là qu'ils vont chercher. Quand il y a un troupeau, moi, c'est ce que je dis. La première leçon que j'ai entendue dans le trading, c'est de me dire, quand tu t'attaques ou quand le marché s'attaque à une action, ne cherche pas le mouton avec les cornes. Elle ne va pas chercher le bélier. Va chercher l'agneau qui boite. Et là, c'est l'agneau qui boite qu'ils ont été chercher. Tu vois. Le problème, c'est qu'ils l'ont dévoré à 100%. Donc, ils l'ont mangé en entier, l'agneau. Mais c'est des rapaces. Ça ne leur a pas suffi. Ils ont mangé encore 40% de plus. C'est-à-dire qu'ils ont mangé tout l'agneau, et après, il n'y avait plus d'agneau, ils ont continué à en manger 40% fictifs qui n'existaient encore moins. C'est-à-dire qu'ils ont vendu plus d'actions qu'il n'y a d'actions. Et lui, ce qu'il dit, ces vautours-là, quand ils font ça, vous dites rien, mais quand à leur tour, ils se font attaquer par leurs propres règles et qu'ils se brûlent les doigts, là, vous changez les règles. Et en fait, on parle de justice. Tu sais, ces mots-là, justice, vérité, tu vois, tous ces mots-là, équité, tu les entendras jamais sur BFM, tu vois. Et lui, j'aime bien parce que je sais pas c'est quoi la chaîne là, mais tu vois, Fox, tu vois, il le dit. Il dit, les gars, tu vois, il dit ce qu'il pense, tu vois. Vous avez perdu. Et justement, à ce niveau-là, puisqu'on parlait de police... Ils vont aller les chercher un à un, comme le Capitole, tu verras. Prendre 3-4 exemples, ils vont aller les chercher un à un avec les menottes pour que les gens voient. Et tu vois, ça fait pas partie de la fabrique de l'opinion.
pour que les gens aient peur. Ils vont leur faire peur. Tu sais, quand tu le flash crash de 2010, moi, je sais c'est quoi le flash crash. C'est des algos qui sont battus entre eux. Tu sais ce qu'ils ont fait? Sont venus à Londres chercher un mec dans la banlieue de Londres, pas loin de chez moi, à côté de Heathrow. Ils ont été chercher un gars à Hounslow. Alors, c'est vraiment Hounslow, c'est comme si tu dis Villepinte, vraiment à côté de l'aéroport, Villepinte en France, tu vois, à côté de Roissy. Ils ont été chercher quelqu'un qui boursicotait, dont sa cave. Et ils ont dit que c'est lui qui est responsable du flash crash, pour ne jamais dire que le problème, c'est eux-mêmes. Ce sont les règles, cette hyper-financiarisation de l'économie, cette digitalisation, numérisation où les algos sont rois, où le trading haute fréquence est roi. Ils ne se remettront jamais en question. Pourquoi? S'ils se remettent en question, ils remettent en question leur richesse et leur pouvoir surtout. C'est incroyable comme ce système, c'est un système malhonnête. Et ils ont besoin de trouver un responsable. Tu verras, je pense que la SEC, qui est le gendarme de la bourse, va à un moment aller chercher les gars un à un. Est-ce que tu peux recommencer? Parce qu'au moment où tu parlais justement de ce qui s'est passé à Londres en 2010, la collection a commencé à devenir instable. Ok. Et donc, c'était quoi en fait ce flash crash pour ceux qui ne connaissaient pas? Ah, c'est incroyable. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était une soirée, un après-midi normal chez eux, soirée, nous, à Londres. Donc, il faut comprendre, à Londres, c'est la première place boursière au monde. Hein. Donc, j'ai reçu un appel, moi. Ils me disent vite, il faut que tu reviennes. Il se passe un truc incroyable. Donc, je prends le taxi, je vais vite fait au boulot. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en quelques secondes, Wall Street s'est effondré. C'est-à-dire que l'indice a perdu quasiment 10 à 11%. Il y a des actions comme Procter & Gamble, des énormes actions, comme si tu disais L'Oréal, etc., qui à un moment ne valaient quasiment plus rien, sont passées de $80 à 1 ou 2 $. C'est-à-dire que les algos se sont battus et ils sont allés dans un monde qu'ils n'avaient jamais vu dans leur apprentissage. Comme ils sont allés dans un monde qu'ils n'avaient jamais vu, c'est un peu comme ce qui se passe avec le Covid. C'est inédit, donc on fait plein de conneries. Eux ont décuplé les conneries parce qu'ils ne comprenaient plus rien, les algos. Ils ont commencé à se battre et tous les fusibles qui devaient justement faire sauter ces algos n'ont pas réagi. La seule façon, alors c'est une légende, mais je pense qu'elle est vraie, la seule façon d'arrêter tout ça, il y a quelqu'un qui a unplugged, c'est-à-dire unplugged, ça veut dire quoi? Il a enlevé la prise pour que ça s'arrête. Voilà, c'est le seul moyen d'arrêter tout ça. Tu sais, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur mon boulot. Et j'ai eu très peur parce que je me suis dit, là, c'est pas grave, c'est de l'argent, c'est de la monnaie, etc. Bon, il y en a qui ont été plumés, d'autres qui ont fait de l'argent, etc. Mais je me suis dit, cette histoire d'intelligence artificielle, un être humain n'aurait jamais fait ça. Tu vois, la capacité de jugement que l'être humain a, n'aurait jamais permis de vendre une action qui valait $80 à 1 $, alors qu'on est en train d'instant T et T plus 1, alors qu'il ne s'est rien passé économiquement ou financièrement. C'est juste un délire d'algo, tu vois. Et ben, je me suis dit, mais alors là, c'est de l'argent. Imagine si plus tard, l'intelligence artificielle trouve une faille et peut aller sur des domaines beaucoup plus dangereux pour l'être humain. Et c'est quoi ces domaines plus dangereux? Le nucléaire, par exemple. Et que ça fasse dérégler une centrale nucléaire. Et j'ai eu très peur. Et c'est pour ça que, tu vois, il y a un mec qui s'appelle, je sais pas comment, là, il a un docteur, là, il n'arrête pas de parler d'intelligence artificielle. C'est les gens les plus dangereux, ces gens-là. C'est des gens sans conscience, tu vois. Laurent Alexandre. Ce mec, c'est un danger public, tu vois. C'est des gens sans conscience. C'est des gens qui se croient intelligents et qui prennent les gens pour des cons. Tu vois, c'est quelqu'un qui a dit que les polytechniciens étaient... Nous devons créer une société inclusive et trouver le moyen d'éviter qu'il y ait un gigantesque gap. Ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles d'Harari. Ils mettent la raison au-dessus de tout. Et ils oublient quelque chose, ils oublient la raison du cœur, tu vois, la conscience, l'âme et la spiritualité. Tu vois, les Grecs disent le nous.
Et des gens qui vivent que dans la matière, que dans l'intellect, la raison, etc., c'est les gens les plus dangereux. Et c'est ceux qui mènent le monde et c'est ceux qui ont créé la finance. La finance n'est rien d'autre qu'une numérisation, une modélisation de l'économie réelle et du monde réel. Et justement, cette déconnexion entre l'économie réelle et la finance fictive, c'est justement ce manque, ce gap, tu vois, cet écart qu'il y a entre le poids que doit avoir notre vie, la matière, le corps, et le poids que devrait avoir la conscience et ce que on va dire d'un point de vue mais vraiment universel, le spirituel, l'immatériel. Et la finance est engouffrée dans ce gap, dans ce trou, et c'est ce qui nous fait mal. Alors justement, pour rester justement dans l'actualité qui nous intéresse, c'est faire un parallèle avec la problématique que tu viens d'exposer, c'est-à-dire des connexions entre finances réelles et virtuelles. Voilà un article que tu peux voir à l'écran qui nous parle d'une plainte déposée par l'avocat général du Texas contre l'application Robinhood utilisée par les boursicoteurs, application qui a établi des restrictions contre ces derniers, alors même que les actions... L'action est montée très très haut à 400-450 $ et que les fonds spéculatifs ont failli faire faillite, voire faire défaut. Ils ont mis une règle de restriction, Robinhood, soi-disant, alors leur slogan Robinhood, c'est celui qui va permettre aux petits porteurs d'être le Robin des Bois, d'aller dans les marchés et d'acheter des actions sans frais et de devenir riches comme les riches. Et en fait, Robinhood, tout ça, c'est du mensonge, c'est une façade. Il y a des investisseurs derrière, il y a des actionnaires. Eux, tu ne touches pas à leur système. Et là, les petits porteurs ont été trop loin. Tant que les petits porteurs leur rapportent de l'argent, ça va très bien. Mais si les petits porteurs commencent à mettre en question leur système, là, il n'y a plus de jeu. Les fusibles sautent. Google, donc ils ont fait, on va aller en 2 étapes. La première étape, c'est que Robinhood a dit, voilà, c'est très facile, vous arrêtez d'acheter. Vous n'avez plus le droit d'acheter. Ceux qui ont des actions, ça a duré 24 heures, ça. Ceux qui ont des actions peuvent les vendre. Et l'inversion de valeur dans cette décision, elle est juste incroyable. C'est que tout à l'heure, je t'expliquais que ce qui est naturel, c'est d'acheter. Eh bien, ils ont interdit ce qui est naturel. Et ils ont permis juste la vente. Et donc, en faisant comme ça, ils changent les règles du jeu en plein milieu. Et on touche à quelque chose de fondamental. C'est pour ça que le Texas est là. C'est pour ça que les pro-Trump crient au scandale. Au-delà même de la politique, regarde, moi, je suis ni pro-Trump, ni droite, ni gauche, tu vois. Mais là, on touche à quelque chose de fondamental. On touche à 2 choses. On touche à la liberté. OK ? C'est que de quel droit tu m'empêches d'acheter quelque chose si tu n'as pas prouvé que j'ai manipulé, si tu n'as pas prouvé que j'ai été malveillant, tu vois ? Première chose, tu touches à ma liberté et ça, c'est fondamental. On devrait ni droite ni gauche, on est tous ensemble contre cette restriction. Deuxièmement, il touche à une autre chose, c'est qu'il change les règles du jeu en plein milieu. C'est-à-dire que quand tout va bien pour les riches, eux, ils se mettent de cancer, ils font du délit d'initié, il n'y a jamais d'histoire qui ressorte. Voilà, ils se gavent comme des malades et tout va bien. Et comment ils achètent leur immunité ? Ils financent les partis politiques. Et donc, tout se passe bien. Mais par contre, quand des petits viennent et ils défoncent les riches, avec peut-être l'aide d'autres gros requins, c'est ce qu'on disait au début, d'un seul coup, ça ne va plus, on change les règles, et voilà. Et alors, je donne une image qui est très simple, imagine, je la répète, c'est la 3e fois, mais imagine, il y a des Lascars qui viennent de district et qui jouent contre le PSG en Coupe de France, au Parc des Princes, il y a 5-0 à la mi-temps, et là, tout le monde est catastrophé, tu vois. Il y a les dirigeants du PSG, les dirigeants de la FFF, ils se réunissent, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Et d'un seul coup, ils décident à la mi-temps, avec l'aide de l'arbitre, de changer les règles du jeu. Les Lascars de district ne peuvent plus jouer qu'avec le pied gauche. Et c'est exactement ça qui s'est passé. C'est révoltant parce que maintenant, on touche à une deuxième chose fondamentale, à la justice. Si les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde, alors c'est qu'il y a quelque chose de biaisé dans cette finance. Et en fait, la finance en elle-même est vérolée. Et pourquoi j'aime bien cette histoire ? Parce que je vais t'expliquer, moi, il y a des côtés que j'aime pas dans cette histoire, mais ce que j'aime, c'est qu'ils ont attaqué le système avec ses propres règles. Ils lui ont fait mal, très très mal. Et ils ont montré sa faiblesse et ils ont montré son hypocrisie. Voilà ce que j'aime dans cette histoire. Après, ce que j'aime pas, alors je vais être honnête, tu vois, parce que c'est bien de défendre les petits, mais des fois, quand
Est-ce qu'on peut répondre au mal par le mal? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut répondre à la spéculation par de la spéculation? Voilà, moi, je suis partagé. Je pense que non. Je pense que le désordre n'est jamais bon et il vaut mieux justement s'élever par la connaissance, tu vois? Exactement. Et justement, je pense qu'une telle situation devrait, dans un monde normal, permettre au système de Se remettre en question. Exactement. Parce que là, d'être dans l'introspective. Exactement. Ils le seront jamais parce qu'ils sont aveuglés. Leurs cœurs sont durs. Ils sont aveuglés par l'argent. Ces gens ont un voile sur le cœur, un voile sur les yeux. Tu l'as vu, le mec, mais tu te rends compte, il pleure parce qu'il y a des gens qui ont touché $1000. Mais c'est hallucinant. Il y a des milliers de milliards qui vont dans la finance, des milliers sortis de nulle part à partir d'une touche. J'invite les gens à taper Powell. Toi, en plus, tu traduis les vidéos. Regarde, tu tapes Powell. Money created digitally. Attendez, c'est celle-là, la 1, 2, 3, la 4e. Celle de 31 secondes, voilà. Et le gars, il le dit. With money. Flooded. Yes, we did. That's another way to think about it. We did. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. So we as a central bank, we have the ability to create money. Wow. Digitally, and we do that by buying treasury bills or bonds or other government guaranteed securities, and that actually increases the money supply. We also print actual currency and we distribute that through the Federal Reserve Banks. Waouh, mais il y a encore mieux. Alors lui, tu sais, il a une culture puritaine. Tu sens la culpabilité dans ses yeux. Tape Bernanke printing et tu vas voir, le mec, j'adore lui. Lui, tu vois, quand tu parles de monnaie créée digitalement et donnée au marché financier, tu sens qu'il est dans le kiff. Il est là, oui, on le fait, c'est quoi ton problème? Et tu te rapperas, tu verras, c'est celui-là, et tu mets Bernanke printing, au printing money, ouais. Descends. Ah, voilà, elle est là, voilà. Ouais, c'est ça, ouais, c'est celle-là. Mais elle est longue, celle-là. Normalement, c'est plus court, mais. Voilà, it's not tax money. The banks have accounts with the Fed, much the same way that you have an account in a commercial bank. So to lend to a bank, we simply use the computer to mark up the size of the account that they have with the Fed. Wow. So it's much more akin. Although not exactly the same, but it's much more akin to printing money than it is to borrowing. You've been printing money. Regarde son visage. And we need to do that because our economy is very weak and inflation is very low. On doit le faire. When the economy begins to recover, that'll be the time that we need to unwind those programs, raise interest rates, reduce the money supply, and make sure that we have a recovery that does not involve inflation. He's not kidding about printing money. The Fed issues U.S. currency. That's why it says Federal Reserve Note on all the bills in your wallet. This is the Bureau of Engraving and Printing, just a few blocks from Bernanke's office. Et en fait, the Fed's mandate from Congress is to put enough money in the system for maximum employment. En fait, but not so much. Ils sont là, ils l'avouent, tu vois, ils l'avouent tranquillement qu'ils impriment l'argent. En fait, c'est pas de l'argent comme ça, c'est de l'argent numérique. C'est-à-dire que eux, ils n'ont que à rentrer un chiffre. C'est-à-dire, tu sais, par exemple, toi sur ton compte, tu as le droit à 500 € de découvert. Lui, il dit, d'un seul coup, j'ai le droit à 10 000 milliards de découverts. Et cet argent, on va le créer comment? On va le créer comment? Au moment où on va acheter ce qu'on appelle des dettes du Trésor ou des dettes de multinationales dans le marché US. Et donc, c'est comme ça qu'ils injectent la monnaie fraîche dans le système financier US. Alors, je te donne un exemple pour que tu comprennes ce que c'est. Imagine, toi, tu as prêté 100 € à Jean. Et tu apprends que Jean, il a perdu son boulot, qu'il ne te les rendra jamais et qu'il compte partir en Thaïlande pendant 10 ans. Tu vois? Que valent les 100 € que tu as prêtés à Jean? Est-ce que, par exemple, si moi je viens te voir, je dis écoute, ne te fais pas de mal, donne-moi ta dette que tu as envers Jean et moi je lui rembourserai. Toi, tu vas me dire, moi je lui ai prêté 100, ok? Tu vas me dire, donne-moi 100 €.
Mais moi, je vais dire, mais t'es malade ou quoi? Ça vaut rien. Ça vaut même pas 3 € sa dette. Si je te donne 3 €, sois content. Et moi, je vais avoir l'espoir de récupérer les 100. Et en fait, ce que fait la Fed, c'est qu'elle prête de l'argent et elle va, surtout en 2010, etc., elle allait acheter toutes ces dettes qui valaient quasiment plus rien ou moins que leur valeur initiale. Et c'est ça qui s'est passé, en fait. C'est qu'ils achètent la dette des États, des multinationales, et en échange, ils donnent de l'argent frais aux gens de la finance et des marchés. De l'argent tout frais. Et avec cet argent tout frais, qu'est-ce que font les gens de la finance? Eh ben, ils vont acheter des actions, ils vont acheter de l'immobilier, ils vont acheter… Pourquoi faire? Pour toucher des dividendes et d'une certaine façon, grâce au crédit, voler la sueur des salariés, des employés, et aussi voler le loyer des gens. Parce que, attention, hein, moi je ne suis pas anticapitaliste. Je suis pour le capital, je suis contre le capitalisme. Le capitalisme, c'est une perversion du capital. Le capital, c'est j'ai travaillé, j'ai de la sueur, je fais ce que je veux de ma monnaie. Si je veux l'investir dans un business avec un pote, je fais ce que je veux et ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme? Je n'ai pas d'argent, je m'endette pour acheter une part de société et profiter par l'endettement sur le travail des autres. C'est-à-dire que moi, je m'endette à 3% ou à 2% ou à 1%, même à 0 de nos jours, pour acheter des actions qui vont me rapporter du 3%. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste fait de l'alchimie, c'est-à-dire que j'ai transformé une dette en action. Et l'argent que je vais toucher de la société, d'où il vient, si ce n'est pas de la sueur des travailleurs? Parce que quand on a 97% des actions qu'on achète ne rapportent même pas un seul centime à la société, même on va dire 100% de nos jours. C'est-à-dire que quand quelqu'un achète une part d'une action, la société, c'est transparent pour elle. Elle ne va pas avoir de l'argent. C'est juste celui qui l'a possédée va la vendre à celui qui veut l'acheter. Voilà, et ben c'est ça l'idée en fait, c'est que le crédit a perverti le capital. Et pour moi, le capitalisme, c'est une perversion du capital par le crédit avec intérêt. Je pense qu'une des batailles du XXIe siècle, c'est reprendre la main de la création monétaire, reprendre les rênes qui sont entre les mains de quelques financiers et quelques banquiers centraux, réaccaparer notre économie pour justement refaire lien social entre nous et justement créer des liens humains et de l'entraide, de l'altruisme, et combattre tout ce qui nourrit ces gens-là, c'est la cupidité et l'avidité. Ces gens, ils sont portés par la cupidité et l'avidité, et ce sont les gens qui nous gouvernent. Les altruistes, les pauvres, au mieux, ils se retrouvent dans une association au Resto du Cœur, et au pire, ils aident les gens proches d'eux, ce qui est énorme, hein, c'est déjà beaucoup. Voilà, c'est pas l'altruisme et le don de soi, c'est pas quelque chose qui est inculqué dans les médias ou à l'école. Très peu. Et c'est peut-être la clé. Et c'est pour ça que, tu vois, les Gilets jaunes, quand ils se réunissent dans les ronds-points, ils ont réappris à se réapproprier justement cet humanisme, ce don de soi, cette entraide. Un tel s'occupe de ça, l'autre de ça, de se réorganiser localement. Et justement, on doit vivre dans un monde qui pousse pour moins de verticalité et plus d'horizontalité. Arrêter d'avoir confiance en des nœuds dominants qui sont verticaux et plus faire confiance aux gens qui nous sont proches, qui sont horizontalement proches de nous. Tu vois. C'est ça l'idée. Ça va être la bataille du XXIe siècle. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Merci à toi. Et bien voilà, nous avons fini. Merci aux auditeurs et aux auditrices qui nous ont écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas à soutenir la chaîne par un don et à partager nos vidéos. C'était la voix de Portici. Portez-vous bien. Ce que j'aime, c'est qu'ils ont attaqué le système avec ses propres règles. Ils lui ont fait mal, très très mal. Et ils ont montré sa faiblesse et ils ont montré son hypocrisie. Voilà ce que j'aime dans cette histoire.